Comment gérer un collaborateur avec une personnalité difficile? Et je sais à quel point ça peut être difficile parce que j'ai été sur des projets à 100 millions d'euros et j'ai été sur ce type de projet à la fois en France, au Luxembourg, en Indonésie et même au Maroc. Et j'ai vu qu'il y avait des patterns qui se répétaient, peu importe les projets sur lesquels j'allais. Et je vais te donner exactement les astuces que moi j'utilisais sur ces projets-là, quand je pilotais des réunions face à 20 personnes et qu'une personne, par exemple, essayait de contester mon autorité sur des projets. En fait, un collaborateur difficile, c'est pas seulement une question d'ambiance. C'est aussi qu'est-ce que ça coûte pour la structure, pour ton cabinet ou ton entreprise, en termes de temps que tu mets à faire des réunions avec lui, à mettre de l'énergie, parfois même à manipuler cette personne. Et cette même manipulation, eh bien parfois tu vas te retrouver à faire la même chose dans ton couple. Et aussi, comment ce comportement vient influencer les autres membres de ton équipe. Et ça, il y a plusieurs études qui montrent que ça peut diminuer la performance d'une équipe jusqu'à 40%. Donc c'est pas du tout négligeable que d'avoir ce type de profil dans ton équipe. Mais alors, pourquoi est-ce que ça bloque encore alors que peut-être tu as déjà lu énormément de choses sur le sujet? Eh bien, en réalité, le problème vient du fait que tu essaies de comprendre pourquoi il agit comme ça. Pourquoi ça bloque encore? Quel est son traumatisme peut-être qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte de cette manière avec toi? Tu es dans la compréhension alors que ton objectif est d'être dans l'action, de mettre ton focus non plus sur la personne, mais sur ses comportements. Parce que ce que tu veux dans une équipe, si tu cadres une équipe, c'est d'avoir des personnes qui se comportent comme la charte que tu as mis en place ou que ton entreprise ou cabinet a mis en place pour collaborer avec les autres et que cette personne suive les comportements sur lesquels vous vous êtes mis d'accord de collaborer. Et du coup, il faut comprendre ce que c'est qu'un comportement qui va à l'encontre de ce cadre. Un comportement qui vient à l'encontre de ce cadre, c'est par exemple un comportement qui vient rajouter du flou. Et ça va être par exemple l'utilisation de vocaux, l'utilisation de second degré, le fait de cacher des éléments à son équipe, de créer de l'ambiguïté en gros. Parce que cette ambiguïté, elle vient créer de la manipulation dans le groupe. Et ça empêche d'avoir des actions qui sont claires, d'avoir une direction précise, d'avoir la possibilité de retracer ce qui a été fait. Et ça, c'est très dangereux dans une entreprise. Et non seulement c'est dangereux, mais en plus de ça, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent et ça crée des discussions à rallonge encore et encore. Donc ça va se voir comment? Ça va se voir déjà par une posture, par exemple une posture people pleaser, qui va se positionner en victime. Ah non, mais c'est super difficile. Donc là, tu vois, j'utilise un ton qui va être montant, qui vient de créer de l'influence, de la plainte. Oui, mais je peux pas faire ça parce qu'il y a machin qui l'a pas fait. Ça, c'est de la déresponsabilisation. Ou alors le fait d'utiliser l'humour vis-à-vis d'une autre personne. Et ça va créer finalement des dynamiques de domination dans le groupe. Un autre type de people pleaser qui peut apparaître dans ce contexte, ça va être le oui oui. Oui oui, je vais le faire. Et la personne ne le fait pas, ou en tout cas elle ne respecte pas le phasage que toi tu as donné. Ou alors, pire, la tactique de menace explicite, qui va être dans l'attaque spécifiquement vis-à-vis de l'autre personne, ou à travers des sous-entendus qui peuvent être explicites. Ouais, bah vous avez qu'à faire ça, ouais. Ok? Ce type de phrase. Et enfin, en dernier lieu, c'est le sabotage. Le sabotage, ça peut être du vol, vol dans la caisse, vol de fourniture, vol de patients, vol de clients, si tu fais appel toi-même à des freelances. Ça peut être une qualité insuffisante du service attendu. Et donc ça vient saboter finalement la structure par ce type de comportement d'irresponsabilisation. D'autres types de comportements, ça peut être le fait de se pencher dans l'administratif. Donc ça, c'est du conforme en survie qui vient rechercher la perfection dans la tâche attendue pour être validé ou qui ne va même pas partager ses besoins vis-à-vis de toi. Ça, c'est le mode stable en survie. Ça, j'en parlais dans mon livre Aimer ne suffit pas, plus en détail. Et enfin, le mode d'attaque, donc c'est-à-dire que là, le refus de faire des réunions parce que ça prend du temps, le refus de faire des choses parce qu'on se dit ah oui mais c'est pas à moi de le faire. Bref, se positionner dans un mode plus narcissique dans le mode dominant. Donc tu vois, c'est dominant, influent, stable et conforme en survie finalement, qui n'est pas dans la collaboration, c'est-à-dire le centre
la sécurité. Alors, comment gérer ce type de profil? Ce que j'ai compris sur tous les projets dans lesquels j'ai été, et sur les plus gros projets où parfois il y avait des pics de 600 à 700 personnes, et chez tous les clients que j'ai accompagnés, dont des CEO, des chirurgiens, etc., je partage la même chose, le focus sur le comportement. Et là, ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que tu peux utiliser la structure de la communication non violente. Alors, en entreprise, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, il ne faut pas partager ses émotions et ses besoins. Moi, à mon sens, je le fais avec les personnes avec qui je travaille directement, parce que je ne dissocie pas ma personnalité dans mon activité que dans ma vie personnelle. Parce que c'est ça être sécure, c'est être apte à être authentique. Et donc, l'enjeu, c'est de pointer le comportement. Quand je vois que tu as rendu ce projet à telle date au lieu de telle date, je me sens frustré parce que j'ai besoin de respect du cadre et des délais. Si tu as un problème en termes de phasage, est-ce qu'il y aura un inconvénient à me prévenir en amont? Et là, je pointe du doigt le comportement qui me pose problème, le retard, et la solution, c'est me prévenir en amont. Sinon, je devrais définir des jalons pour vérifier que le projet est fait. Ça, c'est la conséquence. Donc ça, c'est la règle numéro 1. L'enjeu n'est pas la personne, l'enjeu, c'est le comportement. En 2, c'est de réduire les explications. Parce qu'un cadre ou un dirigeant qui vient se surexpliquer par rapport à une tâche, c'est créer de la déresponsabilisation de ton équipe. Plus tu expliques, plus tu offres des prises et des excuses à des profils de survie qui vont essayer de te manipuler. Parce que si tu dis, ouais, alors voilà, le projet il est difficile, etc. Hop, la personne prend le mot difficile. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, je sais pas si je vais arriver à faire tout le truc. Terminé. Là, elle va se déresponsabiliser. Donc l'enjeu, c'est d'être factuel et de pointer du doigt simplement des comportements spécifiques pour atteindre le résultat. Par exemple en disant, qu'est-ce qui t'empêcherait de réaliser cette tâche? Et là, hop, tu montres les comportements qui peut-être l'empêcheraient. Ah, bah il y a tel truc, ok? Et qu'est-ce qui t'empêcherait de résoudre ça? Ou quelles sont les solutions que tu me proposes pour résoudre telle chose? Tu recrées de la responsabilisation. Donc en fait, tu vois, moins tu vas parler en décrivant, plus tu vas créer de la responsabilité. Et ça nous amène au troisième point, l'utilisation de questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est ce qui crée l'espace pour de la responsabilisation de tes équipes. Et donc, tu crées aussi de la confiance parce que tu veux savoir ce qui se passe. Quels seraient les freins par rapport à l'exécution de cette tâche? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'utiliser un ton plus doux quand tu parles à cette cliente qui s'énerve? Et du coup, tu crées de la responsabilisation. Un autre type de responsabilisation que tu peux faire, c'est la question de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'écoute ou tu as besoin de soutien? Parce que parfois, tu vas avoir des profils qui vont venir te voir avec des plaintes ou des phrases que tu ne comprends même pas et tu ne sais pas c'est quoi leur attente. Donc toi, ça va activer ton mode sauveur et tu vas soit les déresponsabiliser en disant ok, bah, tu sais quoi, je vais le faire. Et là, tu viens de valider une posture de victimisation de ton ou ta collaboratrice. Ou alors à l'inverse, tu viens les aider avec des fausses solutions parce que tu ne connais pas exactement le problème. Donc ton enjeu, c'est de dire de quoi tu as besoin. Tu as besoin d'écoute ou tu as besoin de soutien. Si la personne te dit j'ai besoin d'écoute, tu dis ok, je veux bien t'écouter, par contre je vais avoir 5 à 10 minutes maximum. Est-ce que c'est ok pour toi? Ah, j'ai besoin de soutien. Ok, très bien. Alors, dis-moi en 2 phrases ta problématique. Et là, tu vois, je viens de créer un cadre parce que mon objectif, c'est pas d'entendre tout le truc. L'objectif pour moi, c'est de comprendre de façon synthétique pour pouvoir donner ensuite une solution constructive. La quatrième règle que je donne à toutes les personnes que j'accompagne, c'est les limites. Poser des limites concrètes. Ah, quand je vois tel truc, je me sens frustré, j'ai besoin de respect. Est-ce que tu as un frein à faire ça? Ah, là, je vois que tu as répété ce truc-là. Je t'ai déjà dit à la dernière réunion que j'attendais tel résultat. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Ah oui, bah je sais pas. Ok. Eh bien, sache que si je revois tel comportement, voilà ce que je ferai. Et tu donnes une limite concrète. Parce que du coup, ça va rajouter un coût à la récidive. Ça, c'est un premier levier. C'est pas une punition, c'est une limite. Et du coup, ton enjeu, ça va être de jouer sur ces 2 leviers que sont la limite et la récompense. Parce que derrière, si la personne change de comportement, tu vas remercier. Merci pour ta réactivité. Merci pour ta collaboration. Merci d'avoir rendu ce projet-là dans les temps. Donc soit par ta présence, par le fait que tu saches créer un cadre sécure, soit financièrement, en rétribuant la personne. Là, tu crées les conditions qui permettent à la personne d'atteindre la compétence et la sécurité nécessaires pour réaliser l'action que tu demandes. Et enfin, 5, l'écrit.
l'écrit tue l'ambiguïté et la manipulation. Parce que les profils les plus manipulateurs ont une tendance à faire des vocaux ou vouloir maintenir finalement des dialogues à l'oral. Parce que l'oral, tu peux changer ce que tu as compris. C'est pour ça que par exemple, moi, quand je fais des entretiens spécifiques avec des profils où je me dis ah, cette personne, je pense qu'elle va manipuler, eh bien j'enregistre et du coup j'ai la transcription qui vient apparaître et qui tue la manipulation parce que je vais avoir la preuve exacte de ce qui a été dit. Et du coup ça me permet de faire un lien spécifique qui va être oui, mais comment on fait quand on est dans une réunion? Alors, ce qui pose le problème le plus chez des cadres dirigeants ou entrepreneurs quand ils gèrent des réunions, c'est l'oral. Parce que l'oral crée de la manipulation de façon inconsciente. Parce qu'on peut tordre la réalité parfois à son propre avantage. Et du coup, il va y avoir 3 problèmes qui se dessinent quand tu gères justement une réunion avec des collaborateurs ou plusieurs collaborateurs qui vont avoir des personnalités difficiles. Le premier élément, c'est la mémoire. Parce que dans des situations de tension, eh bien, le cortex préfrontal n'est plus autant engagé et ça va être plutôt la partie amygdalienne qui vient être utilisée, c'est-à-dire le mode attaque, fuite, voire figement, voire l'utilisation d'humour pour désamorcer. Et donc, c'est plus la partie rationnelle qui est activée. Le deuxième problème, ça va être l'interprétation. Parce que le cerveau a une tendance à interpréter les choses par rapport au prisme du vécu. Et donc, si tu as vécu des situations spécifiques par rapport à la situation dans laquelle tu es, eh bien, tu te retrouves à utiliser les mêmes circuits d'interprétation que ce qui s'était passé la dernière fois. Et donc, ça va modifier ta posture pour déjà préparer ta réponse. Sauf que cette réponse est parfois pas adaptée. Donc, c'est pour ça que parfois tu te retrouves dans une posture d'évitement ou de figement, ou alors dans de l'attaque, ce qui vient modifier déjà l'interaction et donc le niveau de confiance que tu vas avoir avec l'autre personne ou le groupe. Et enfin 3, la problématique dans ce type de réunion, ça va être le fait de devoir réexpliquer encore et encore et encore. Et donc, je vais te partager l'outil que j'utilisais sur mes plus gros projets et que je demande de faire chez tous mes clients, c'est-à-dire un rapport de réunion qui va être projeté. Et du coup, je disais, ok, alors on va voir point par point, chapitre par chapitre, chaque élément. Et on ne vient pas mélanger les sujets. Donc, premier élément, c'est la résolution de telle problématique. Alors, je vois que la personne qui était en charge, c'était Géraldine. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça en 2 phrases? Donc là, je cadre toujours avec les 2 phrases. Ok, tac, tac, tac. Donc je vois que tu as tel blocage, c'est ça? Ok, qu'est-ce qui t'empêchait de faire cette action? D'accord, donc si je comprends bien, il te manquait ça. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour résoudre la situation? En 2 phrases. Ça. Ok, très bien. Et du coup, tu pourrais faire ça à quel moment? Ok, tu as un autre fin qui pourrait t'empêcher de le faire à tel moment? Non? Ok, très bien. Et hop, je le notais avec la date de rendu, avec la personne en charge. Et du coup, elle voyait sur le tableau qu'elle devait le faire à telle date. Et du coup, ça l'engageait et la responsabilisait dans ce sens. Et si une autre personne intervenait, voilà comment je réagissais. Ok, je vois que tu veux partager ce point-là, mais maintenant, on est à ce point-là. Donc, ce que je te propose, c'est que tu notes sur une feuille ton point en question et on viendra à ça le moment venu par rapport au rapport. Est-ce que tu es contre le fait qu'on fonctionne comme ça? Et là, tac, je reviens sur le point en question et je suis ma liste de façon méthodique. Et je cadre de cette manière, je ne dérobe pas de ce cadre-là. Ça permet d'être très efficace sur ta gestion de réunion et ça montre à tous les autres que c'est toi qui pilotes. Ça, je l'ai fait notamment sur un projet, c'était la Caisse nationale de santé. Donc ça, c'est un projet à plus de 100 millions d'euros. Et du coup, j'étais face à une quinzaine de conducteurs de travaux, chefs de projet qui avaient une quarantaine d'années d'expérience. Moi, j'étais le plus jeune du projet et je devais les piloter alors qu'ils avaient des profils extrêmement dominants avec moi et avec les autres. Mais en montrant que j'étais méthodique et que du coup j'étais détaché par rapport aux personnes et que mon objectif c'était l'action, eh bien ça leur montrait que c'était moi qui étais le cadre et celui qui dirigeait la réunion. Maintenant, dans mon rapport de réunion, je dissociais les différents points. Il y avait des points qui étaient liés aux infos, les points qui étaient liés à des décisions attendues et des points qui étaient des actions. Du coup, ça permettait de vraiment scinder les éléments, soit à se décider, soit à agir. Et toujours avec des dates en gros. Et ensuite, ce que je faisais, c'était que dans la réunion, je marquais l'historique des points
jusqu'à ce que le point soit clôturé. Et j'enlevais ce point-là par rapport à mon rapport de réunion, non pas à la prochaine réunion, mais à celle d'après. Comme ça, s'il y a un nouveau point qui se rajoute, eh bien, je réouvre le point. Et s'il n'y a pas de nouveau point, bah, je le clôture. Comme ça, je suis sûr d'avoir un espèce de mou, finalement, par rapport à mes différentes réunions. Maintenant, il y a deux situations qui peuvent apparaître. C'est comment gérer un profil qui est perturbateur et comment gérer les profils qui ne s'ouvrent pas suffisamment. On va commencer par comment gérer les profils qui ne s'ouvrent pas suffisamment parce que c'est le plus simple. En fait, imaginons que tu as un point où tu as plusieurs personnes qui sont décisionnaires ou en tout cas qui ont, on va dire, une influence sur le point en question. Eh bien, ton enjeu, c'est de commencer par les profils qui sont évitants ou alors qui sont dans un mode stable extrême et de toujours commencer par eux pour pouvoir créer une dynamique de confiance. Ok, alors Julie, comme je vois que vous n'avez pas encore partagé votre point, qu'est-ce qui manque par rapport à ce point-ci? Et là, tu vois, par exemple, à la fin de ma phrase, j'essaye d'utiliser un ton un peu plus montant, parce que je sais que c'est des profils qui ont besoin de validation. Ça permet de créer de la connexion. Par contre, à l'inverse, pour les profils qui vont être plus dominants, et ben là, j'utilise un ton qui va être plutôt descendant. Ok, qu'est-ce qui manque par rapport à ce point? Ça leur montre que je suis cadrant. Donc j'ai la capacité d'aller dans la connexion, la relation, et à la fois de mettre un cadre. C'est ça un leader secure, c'est une personne qui a cette capacité d'aller dans les deux. Maintenant, comment gérer un profil qui veut toujours l'attention ou qui est très dominant dans le groupe? Alors déjà, ce que je faisais, c'était qu'à chaque fois que ce type de profil interagissait avec d'autres personnes et du coup ça crée un brouhaha, ce que je faisais, c'était que je diminuais le volume. Et du coup, je parlais plutôt de cette manière-là. Et en fait, naturellement, le fait de parler de façon plus grave et de façon plus basse, comme ce sont des profils qui veulent le contrôle, ils voudront entendre ce que je suis en train de dire. Donc ils vont eux aussi diminuer le volume. Et comme ils vont diminuer le volume, moi je me positionne plutôt en dominant du coup, et bien je vais les dire, ok, en fait là quand je vous entends hausser le ton, je me sens frustré, j'ai besoin de calme. Est-ce qu'il y a un inconvénient à laisser finir X parler? Et là, hop, la personne, elle n'est pas attaquée, parce que je n'attaque pas la personne, mais je pointe du doigt le comportement. Et je l'ai fait de façon très calme, et du coup, ça crée un espace de sécurité. Le deuxième cas, c'est le changement de sujet. Alors ça peut apparaître pour deux raisons. Soit c'est une personne insécure qui se retrouve sur un sujet qu'elle ne connaît pas assez, et du coup, elle veut se connecter à un sujet qu'elle connaît. Ça, c'est souvent les modes conformes en survie qui apparaissent. Soit c'est une personne qui sait qu'on va sur un sujet où elle a menti ou alors elle a complètement fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire et du coup parle d'autre chose pour pas parler du véritable sujet. Et du coup, ton enjeu, c'est de revenir sur le sujet. Ok, je vois que tu veux parler d'autre chose, ce que je comprends. Mais moi, je voudrais régler ce point-là. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire telle action? Tu reviens sur le sujet. Et tu lâches pas le sujet tant que la personne n'a pas véritablement parlé de ce sujet. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose où elle se sent beaucoup trop mal à l'aise, tu dis, ok, je vois que tu n'es pas encore dans une posture sécure pour parler de ce sujet. Ce que je suggère dans ce cadre-là, c'est que je note ce sujet sur une feuille et j'aimerais qu'on se voit à 13h30 pour parler de ce sujet rien que tous les deux. Est-ce que tu es contre ça? Et là, tu reviens dans une dynamique où tu vas pouvoir parler de cette discussion-là à côté, à deux, et pas nécessairement face au groupe. Dans tous les cas, tu n'acceptes pas le changement de sujet. Ça, c'est essentiel. Troisième chose, c'est la triangulation. C'est-à-dire qu'une personne va parler d'une autre personne en disant oui, mais je peux pas parce que blablabla, elle n'a pas pris sa responsabilité, ou oui, mais on fait ça depuis le début, etc., etc. Donc là, toi, tu reviens en disant je ne parle pas des absents, je parle de faits. Quels sont les faits spécifiquement qui t'ont empêché de faire telle chose? Et là, je reviens, pareil, aux faits et au comportement. Je ne parle pas des personnes, je parle des comportements. Ça, c'est essentiel pour recréer de la responsabilisation et ou instaurer une culture de responsabilisation dans le groupe. Donc comme tu le vois, un comportement, une action, une date. Parce que ton enjeu, c'est les faits et les faits dans le temps. C'est ça qui crée un planning. Parce que ça aussi, c'est une dynamique qui crée de la manipulation vis-à-vis de tes collaborateurs ou associés. Le manque de planning. Tu dois savoir si tes collaborateurs ont un planning et comment ils gèrent leur planning. Sinon, tu ne peux pas les aider. Et du coup, eux se retrouvent comme des enfants à aller dans tous les sens, ou en tout cas, c'est pas clair. Et comme ça ne sera pas clair, eh bien, ils vont utiliser des modes de survie pour gérer la situation.
Et du coup, ton enjeu, ça va être de demander à tes collaborateurs de voir leur planning et de les aider à réaliser un planning pour qu'ils puissent ensuite avoir l'habitude d'être complètement autonomes derrière sur leur propre planning. Donc en description, tu retrouveras d'ailleurs un modèle de compte rendu que tu pourras utiliser toi-même dans ta propre structure. Et derrière, ton enjeu, ça va être aussi d'être apte à arrêter des discussions quand elles débordent trop. C'est-à-dire que quand la personne elle est trop dans un mode de survie, eh bien là, ton enjeu, c'est de stopper la discussion pour avoir un temps de pause. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu vas ensuite t'isoler, faire les exercices de shaking et de respiration pour pouvoir te réguler. Et donc pour y arriver, il va falloir que tu distingues c'est quoi les modes de survie par rapport à tes collaborateurs. Et bien justement, dans le module en question, je t'ai mis des éléments factuels qui vont te montrer quels sont les modes de survie observables de tes collaborateurs et quoi faire dans ces circonstances. Que ce soit dans les modes légers, c'est-à-dire les modes de survie dans lesquels tu peux revenir dans des discussions saines, ou alors les modes graves sur la durée qui indiquent que là, il y a un véritable risque psychosocial. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces circonstances pour soit prévenir ton équipe pour que ça ne puisse pas se diffuser dans l'équipe, ou alors, si un de ces profils revient après par exemple un congé maladie, pour préserver cette personne et préserver ton équipe. Donc tout ça, je te l'ai mis aussi en description. Et maintenant, ton enjeu, comme je te l'ai dit, c'est l'écrit. Tracer, écrire et, s'il le faut, renvoyer par mail en disant « Ok, par rapport à la situation qui s'est passée à telle date, voilà ce qui s'est passé, il y a eu X, et voilà ce que j'attends par rapport à cette situation, d'ici telle date. Est-ce qu'il y a un frein pour toi ?» Comme ça, c'est tracé, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça crée aussi de la sécurité par rapport à ton équipe. Parce que leur enjeu aussi, c'est d'avoir une traçabilité de ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que c'est ça aussi une relation saine dans une activité, c'est qu'il y ait cette traçabilité. Cette traçabilité crée de la sécurité pour le collaborateur et pour toi. Donc maintenant, ton enjeu, c'est de savoir, est-ce que cette personne qui a eu ce comportement-là, eh bien, c'est un comportement lié à l'incompétence ou à l'insécurité. Ce qui va permettre de le savoir, ça va être la répétition dans le temps. C'est-à-dire que tu vas la voir et tu vas lui demander, ok, est-ce que tu as besoin de soutien ou tu as besoin d'écoute par rapport à cette problématique qui vient de se passer. Si la personne te dit, ah bah j'ai besoin de soutien, et tu lui dis, ok, tu veux atteindre ça, mais je vois que tu as du mal à y arriver, qu'est-ce que toi tu me proposes? Qu'est-ce que tu peux toi mettre en place pour y arriver? Et là, la personne va te donner des suggestions et tu vas dire, ok, très bien, bah alors dans ce cas, je vais t'aider à obtenir cet objectif. Est-ce que tu as un frein à ce que je te fasse des suggestions aussi? Et là, la personne te dit, bah non, ok, très bien, alors voilà ce que je vois, tac, tac, tac. Et ensuite, tu observes simplement ce nouveau comportement dans le temps. Ça va te permettre de savoir si c'était un problème de compétence. Si à l'inverse, c'est un problème d'insécurité, et bien là, ton enjeu, c'est d'accompagner en proposant soit des accompagnements, c'est d'ailleurs ce que je fais aussi dans des structures, en intervenant auprès des équipes pour recréer de la sécurité, pour qu'elles puissent se sécuriser. Du coup, comment savoir si ce profil-là va être collaboratif ou alors il est dans une dynamique justement de sabotage? Bon, déjà, il y a deux éléments à identifier. L'attitude et la performance. L'attitude, c'est ce qui va être attrait dans un mode sécure collaboratif, même si la personne n'est pas dans la performance. De l'autre côté, la performance, c'est la réalisation des tâches de façon qualitative. Donc l'attitude, c'est-à-dire le mode sécure, ça va se voir notamment si la personne, elle va utiliser du people pleaser, elle va utiliser de l'attaque, elle va utiliser du silence ou alors elle va fuir dans les discussions. Si la personne fait ça, c'est qu'elle est dans une attitude de survie. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'est pas performante ou qu'elle est performante, c'est dissocié. C'est véritablement un mode de survie. Moi, ça a été mon cas. Quand je travaillais à la fin en chef de projet, j'étais dans une attitude de survie, même si j'étais extrêmement performant. Et dans ce contexte-là, c'était plus possible de continuer dans cette collaboration, parce que j'étais dans un mode de survie. Ton enjeu, c'est d'identifier ce truc-là. Est-ce que cette personne est dans un mode collaboratif ou alors dans un mode de survie? Maintenant, si elle est dans un mode collaboratif, ça veut dire qu'il va falloir l'aider à atteindre une nouvelle compétence. Et ça va passer par la performance. Donc, si c'est une recherche de performance, ça, c'est d'ailleurs une des choses que je fais pour aider des collaborateurs ou des CEO, même des cadres,
à atteindre ce niveau de performance à travers du coaching lié time management, réalisation de tâches spécifiques avec une dynamique de haute performance, etc. Là, ça c'est possible par de la formation. Maintenant, tu as de l'autre côté, si la personne est très 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 performante mais complètement insécure, et bien là, il y a le travail de sécurisation à réaliser. C'est pour ça que dans mon livre, c'est ce cheminement-là que je propose, et aussi dans les accompagnements, parce que ça peut se transformer en star ou A-player, comme on dit en anglais, c'est-à-dire utiliser cette compétence qui est très haute, mais qui est sabotée par justement l'insécurité. Alors beaucoup vont dire non, il ne faut pas du tout s'occuper de ça. C'est possible de transformer une personne qui est dans une haute performance, haute compétence, en star. Mais ça demande des compétences de sécurisation pour le faire. Donc la sécurisation du système nerveux. Donc il y a ce carré-là, soit la personne a une mauvaise attitude, c'est-à-dire un mode insécure mais haute performance, soit elle est pas performante mais sécure, et donc là c'est formation. Donc formation ou sécurisation. Et si elle est ni performante ni sécure, bon bah là il va falloir la filtrer. Ça c'est pas possible, il faut la filtrer. Voilà. En identifiant ces deux éléments-là, tu sais si la personne, elle est dans de la collaboration ou alors elle est dans de la performance mais pas encore dans de la collaboration. Dans tous les cas, il va falloir identifier où est-ce que cette personne se situe pour ensuite proposer le levier adéquat, soit de la formation, soit de l'accompagnement sécurisation. Et l'avantage dans les deux cas, c'est que le disque va permettre, avec la superposition du style d'attachement, d'identifier comment l'accompagner, soit par la formation ou l'accompagnement. Bref, dans les deux cas, c'est le disque qui permet de comprendre la dynamique dans laquelle va pouvoir être ce collaborateur. Maintenant, pour conclure sur où est-ce que se trouve le collaborateur, voilà une chose qui est très utile et que j'utilisais aussi sur mes projets, qui est l'arbre de décision. Déjà en numéro 1, c'est-à-dire, est-ce que cette personne en face de toi, ce collaborateur avec un profil difficile, a fait un dérapage sur la forme? La forme, c'est quoi? C'est le ton, c'est la fuite, c'est le people pleaser ou bien c'est l'attaque. Donc là, le CNV aide à ce cas-là. Il faut directement pointer du doigt le comportement. Pas attendre, parce que si tu attends, tu viens de valider le comportement et du coup, ça va se répéter encore et encore. Dès que tu le vois, pointe du doigt. Le deuxième modèle de décision, c'est est-ce que c'est un dérapage de fond? Refus de collaborer, sabotage ou changement de sujet? Donc là, l'enjeu, c'est pareil, pointer du doigt le comportement et cette fois-ci, passer à l'écrit. Le premier, tu n'étais pas obligé de passer à l'écrit parce que là, tu l'as fait en étant dans une dynamique de collaboration, donc c'était peut-être pas volontaire. Si c'est à ce niveau-là de sabotage, tu pointes du doigt le comportement et ensuite tu fais un rapport complet que tu envoies. Parce que là, il va falloir une traçabilité. Et si ça se répète, là, tu passes à une dynamique plus juridique ou dans les ressources humaines pour faire un suivi plus intense. Et la 3, c'est est-ce que ça devient insécurisant? Et là, ton enjeu, c'est pareil, pointer du doigt le comportement et faire une procédure formelle à l'écrit avec un avertissement, faire un point aussi par rapport au contrat et derrière, eh bien là, ça va être l'escalade juridique, voire faute lourde, faute grave. Mais ton enjeu là, ça va être vraiment de passer énormément à l'écrit avec ce profil. Parce que cette personne va essayer de passer dans les mailles en restant à l'oral en permanence. Donc là, il va falloir vraiment faire un suivi à l'écrit de façon récurrente. Maintenant, je vais te donner aussi en description des phrases typiques qui peuvent arriver des profils de survie et comment répondre avec eux en utilisant aussi le disque qui va te permettre d'avoir une grille de lecture et posturale pour les gérer. Et donc, tu vas avoir à la fois cette grille-là de lecture, comment identifier les risques psychosociaux qui sont légers, les risques psychosociaux graves, et comment recréer une dynamique sécurisante dans la structure, et enfin un modèle de compte-rendu dans lequel tu vas pouvoir projeter les attentes et les actions que tu attends vis-à-vis de tes équipes. Ça va t'aider vraiment à structurer tes réunions et ne pas tomber dans des dynamiques de manipulation. Donc normalement, avec tout ça, tu as le nécessaire pour pouvoir gérer une équipe de façon sécurisante et saine.